Bien, bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 21 mars 2019, au lendemain de la Fed qui s'est montrée plutôt accommodante, il faut le dire, euh, mis à part un lancement d'un QE. Voilà, elle a été le maximum accommodante, cette réserve fédérale. Alors, on va voir plus en détail l'impact que ça a eu sur les marchés, mais comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, le trading avec effet levé amplie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors comme vous avez pu le constater hier dans les prévisions économiques et de taux de la Fed, eh bien tout a été revu à la baisse, donc ça a été plutôt voilà dovish, même accommodant on peut le dire, puisque finalement on n'aura aucune hausse des taux, on aura un statu quo cette année, donc je vais venir sur mon article briefing de ce matin puisqu'il y a vraiment pas mal de choses à discuter. Donc elle est devenue accommodante en maintenant ses taux directeurs inchangés, ça c'était prévu, mais surtout en ne prévoyant aucune hausse des taux cette année. Donc c'est comme ce que prévoyait le marché, mais en plus de cela, on a quand même voilà, des chiffres économiques revus à la baisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien le marché ne savait pas si euh, la Fed allait dès cette réunion monétaire revoir ne prévoir ne prévoir aucune hausse des taux cette année. Parce que rappelez-vous, en décembre, lors des dernières prévisions des taux, la Fed, le FOMC prévoyait 2 hausses des taux en 2019. Elle aurait pu très bien dire hier prévoir qu'une seule hausse des taux, comme ça, elle gardait une munition au cas où qu'elle devait continuer, qu'elle devait donner encore plus de marge de manœuvre. Pardon, dans le cas où elle avait besoin, pardon, de soutenir encore plus les marchés, elle aurait eu des munitions. Là, la Fed a un peu donné tout son maximum. Bon, elle n'a pas annoncé de nouveau QE, mais finalement, elle ne prévoit aucune hausse des taux. Elle annonce une diminution de la normalisation de son bilan à partir de mai et un arrêt de la normalisation de son bilan au mois de septembre. Donc finalement, elle ne peut pas être plus accommodante que hier, que ce qu'elle a fait hier. Mis à part si on avait eu un crack, eh bien, voilà, la Fed aurait probablement annoncé un QE, mais là concrètement, on a quand même une politique monétaire qui est devenue accommodante comparée au mois de décembre, où au mois de décembre, on avait 2 hausses des taux prévues cette année et poursuite de la normalisation du bilan. Vous voyez, donc c'est vraiment un changement de cap qu'on a. Rien de surprenant, hein. Si on regarde toutes les banques centrales qui étaient au quiche en 2018 sont passées neutres, et toutes celles qui étaient neutres sont passées dovish, à l'instar de la BCE ou encore de la RBA, qui sont dovish. Sinon, au niveau des négociations commerciales, on a des signaux plutôt mitigés provenant de Donald Trump qui indiquent mercredi qu'un accord commercial avec Pékin se profilait, mais que dans le même temps, les tarifs douaniers seront prolongés en attendant un accord commercial. Donc on ne sait pas trop réellement s'il y aura un accord ou non. Et enfin, au niveau du Brexit, c'est là où ça se corse, hein, on est à 8 jours du Brexit. Et à 8 jours du Brexit, Theresa May demande officiellement à l'UE un report de 3 mois du Brexit, chose que Donald Tusk, le président du Conseil européen, a, euh, a posé ses conditions. Il a indiqué qu'un report du Brexit n'était valable que jusqu'au 23 mai, en raison du début des élections européennes, ou alors bien au-delà de 3 mois, ce serait un report de 1 an, vous voyez. Euh, et que dans le même temps, deuxième condition, c'est que l'accord de divorce soit approuvé par le Parlement britannique. S'il n'est pas approuvé par le Parlement britannique, il n'y aura pas de report du Brexit. Donc, les taux se resserrent, ça devient assez compliqué pour Theresa May. On entend même des possibilités de démission. Bon, c'est des rumeurs, mais bon, il n'y avait pas ces rumeurs il y a quelque temps. Donc, voilà, on est à 8 jours décisifs pour le Royaume-Uni. Dans 8 jours, on pourrait très bien avoir un Brexit. Bon, on sait tous qu'il y a peu de chances quand même qu'il y ait un Brexit, hein, que voilà, ça semble peu probable. Mais voilà, la question qu'il faut se poser réellement, c'est quelles seront les conditions d'un report du Brexit dorénavant. Voilà. Voilà donc pour l'actualité ce matin. Donc comment ça se reflète sur les marchés? Eh bien par une plutôt des marchés actions qui sont mitigés. Voilà, le S&P qui a clôturé en baisse
le Nasdaq en forte hausse, le DXY qui a fortement reculé en intraday, qui a clôturé en baisse, mais de façon moins importante que après la Fed, hein. Enfin que pendant la Fed plutôt, moins 0,39%. Le VIX a continué à progresser. Il n'a pas non plus bondi, mais il progresse. On le voit, ça fait quand même quelques séances qui progressent. Ce matin, on a le yen qui progresse, le gold également, le Brent aussi, le Nikkei qui est fermé et le MSCI Asie avec Japon qui est en baisse. Donc concrètement, on n'a pas réellement de psychologie claire des investisseurs sur les marchés. On n'a ni l'appétit ni l'aversion au risque. Ce que je constate moi, c'est qu'on a une baisse du dollar hier, ces précédentes séances et également ce matin. Donc on a clairement une tendance à court terme qui est baissière sur le dollar. Et qu'on va voir dans un petit instant après le calendrier économique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Alors on a des banques centrales, on a la BNS. Bon, la BNS, hein, elle va maintenir sa politique monétaire inchangée, tout comme la BOE, un peu plus tard aujourd'hui. Mais ça sera les prévisions économiques qui devraient être revues à la baisse, hein, naturellement, puisque toutes les banques centrales revoient à la baisse leurs prévisions économiques. Ça m'étonnerait que la BNS ne revoie pas à la baisse ses prévisions économiques. Mais bon, surtout ses prévisions d'inflation. Voilà, donc BNS dans une vingtaine de minutes. Bulletin mensuel de la BCE à 10h. Enfin, la BOE à 13h. Bon, ça sera un non-événement, pareil. Enfin, ça sera un non-événement tout simplement, la BOE. Et ensuite, quelques chiffres comme l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui sera assez intéressant à surveiller dans ce contexte où on a un ralentissement quand même de l'économie américaine. Et cette nuit, voilà, pour les plus courageux, l'indice PMI l'indice PMI en Australie, donc ça marque le début des indices PMI flash, donc c'est les plus importants, les indices PMI flash. Normalement ici ça devrait être fort, d'accord? C'est pas moyen, c'est fort pour la UD. Et donc demain, vous savez qu'on aura les PMI de la zone euro, les PMI flash, donc encore une fois c'est le plus important pour la zone euro, et ceux des États-Unis dans l'après-midi. Voilà, donc au niveau du forex, on voit que le dollar regagne reprend un peu de couleur, parce que ce matin quand je me suis connecté, il sous-performait de loin les majeurs. Donc là, à mon avis, on a eu une petite annonce ce matin sur le Brexit pour qu'on ait eu cette dégradation. Sinon, on voit très clairement que les devises Como surperforment. NZD a UD en tête. Le yen, pareil. Le yen, pareil. Alors c'est pas réellement parce qu'on a de l'aversion, quoique, voilà, on n'a pas vraiment de psychologie nette, hein, sur les marchés actuellement, à court terme. On a ni l'appétit, ni de l'aversion. Moi, ce que je constate, c'est que le DXY, voilà. DXY, bon, il se reprend un petit peu ce matin, mais il est en baisse. Alors là, ce qui est intéressant de constater, vous voyez sur ce graphique, c'est qu'on a une oblique ici haussière, que je vous ai fait voir déjà depuis un an, pas mal de semaines, qui fait office de support depuis le printemps de l'année dernière, et surtout depuis le début de l'année, vous voyez, 1, 2, on va dire 3 deuxième point de contact, et là, on vient clôturer. En intraday, on perce, et finalement, on clôture à l'oblique. Donc là, on n'a pas eu la clôture en dessous, donc on n'a pas le signal baissier. Ça ne veut pas dire qu'on a un signal bullish, pas parce qu'on clôture sur un support qu'il faut payer le support, mais en tout cas, vous voyez que on clôture pas en dessous sur du daily, donc ça invite, on va dire, à la prudence. On n'est pas à l'abri comme lors de la BCE. Rappelez-vous, la BCE, il y a c'était à ce moment-là, jeudi 7 mars, lors de la BCE, on avait eu une chute de l'euro et depuis, l'euro a pris plus de 200 pips. D'accord? Donc, je ne dis pas que le DXY va prendre pareil, je ne dis pas qu'il va remonter jusqu'à 97,19, mais pour le moment, techniquement, on n'a plus de signaux bearish. On est sur support, donc il va falloir attendre le breakout pour éventuellement envisager une poursuite de la baisse. Mais là, on est sur support, l'euro est sous résistance. Là, vous voyez la droite en violette qui est un peu moins que la ligne de coup de l'épaule tête-épaule de long terme. Donc on vient tester cette oblique. Certes, on a eu le breakout, mais on vient tester cette oblique. Donc voilà. On devra attendre davantage de clarification sur le DXY. Si on a une clôture journalière en dessous, ça sera bearish et ça sera direction c'est plus bas de l'année pour le dollar. Mais tant qu'on est sur ce support, tant que la clôture journalière est au-dessus de cette oblique, c'est assez risqué de shorter le dollar sur un support. Voilà, donc l'or, poursuit de la hausse grâce à la baisse du dollar et au regain de volatilité sur les marchés. On voit que le VIX
Alors c'est pas non plus majeur, hein, mais regardez le VIX. Le VIX, divergence haussière, et ça fait voilà, deux chandeliers de hausse pour le VIX, donc c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Le VVIX, par contre, on voit qu'il commence à partir en hausse. Donc ça pourrait. Le VVIX, c'est quoi? C'est la volatilité du VIX. Parce qu'en fait, le VIX, plus il est bas, moins il y a de volatilité. Donc en fait, plus il est bas ensuite, et moins le VIX est utilisable. D'accord? Moins le VIX peut donner des signaux. Donc quand le VIX est très très bas, le VVIX devient plus intéressant. En tout cas, à mon goût. D'accord? Donc le VVIX, bon pareil, hein, il est sous des moyennes mobiles de long terme, comme on peut le constater. Ce qu'il faudra surveiller, c'est si le VVIX continue à s'emballer, et bien là on aura un signal plutôt bearish pour les marchés actions. Pour le moment, on le voit que le VVIX rebondit depuis la fin février. Il rebondit depuis la fin février. Donc si on commence, voilà, on a un breakout le 19 mars. Par contre, hier, on n'a pas eu un chandelier dans le vert. Donc ça vient un petit peu décrédibiliser ce breakout, mais quand même, on en a eu un. Donc il faudra surveiller les prochains chandeliers. Si les prochains chandeliers on commence à avoir un emballement, bah ça devrait se refléter sur le VIX. Le VIX devrait commencer à progresser. Regardez un petit peu. Alors là, on a le VVIX, d'accord? VVIX, et on va superposer le VIX. Ou plutôt on va faire l'inverse, on va faire le VIX avec le VVIX. Je pense que c'est mieux. Le VIX et le VVIX. Donc ce qu'on constate, c'est que quand il est bas, le VIX, bien le VVIX devient plus volatile. On voit. Et bon là, on n'avait pas eu de signaux, à part la divergence sur le RSI. Mais regardez, avant le flash crash, le VVIX rebondissait bien avant que le VIX. Donc on avait une divergence sur le VIX, rappelez-vous, en janvier 2018. Ce qui a suivi, c'était le flash crash. Mais bien avant, on avait déjà la divergence sur le VIX. Regardez. VVIX, creux, 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 creux. Donc les creux de plus en plus haut. Alors que sur le VIX, c'était un peu plus tard. Oui, c'était un mois plus tard. Donc on avait le début de divergence du VVIX dès la fin novembre. Et on a eu le flash crash début février, donc 3 mois avant. Vous voyez. Donc, si on a une hausse du VVIX et que le VIX continue à baisser, ce qu'on appelle une divergence, eh bien, ça pourrait suggérer un rebond à venir du VIX. Je vais chercher un autre exemple. Donc, je rappelle, on a le VVIX qui est en ligne bleue et le VIX qui est en chandelier japonais. Donc ça arrive, ça peut arriver donc. Alors non, je trouve pas d'autres exemples. Bon, vous avez compris de toute façon l'idée, c'est que dès qu'on a une divergence entre le VIX et le VVIX, dès que le VIX est bas, faut regarder les divergences entre le VIX et le VVIX. Et si on commence à avoir des divergences, bien ça vient un petit peu alerter sur la tendance des marchés actions. Alors on voit que ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 3 mois à ce que ça s'actionne sur le S&P. Donc le S&P a du temps, a encore beaucoup de temps pour marquer des nouveaux records en 3 mois. Hein. Mais en tout cas, c'est clairement un signal qui nous indique qu'il ne faut pas passer à l'achat sur du court ou du moyen terme. D'accord. De toute façon, sur du moyen terme, acheter les marchés actions lorsque le VIX est en dessous de 20, c'est un peu, je dirais pas risqué, mais on ne vient pas acheter au meilleur prix. D'accord. Les meilleurs achats sur les marchés actions, c'est quand on a de la panique. Et l'indice de peur, c'est le VIX. Donc dès que le VIX s'emballe, c'est là où il y a les meilleures stratégies d'achat de moyen long terme. Alors, je viens saluer la salle de trading, pardon, je vous ai pas salué. Donc bonjour Frédéric, bonjour Bertrand, j'espère que vous allez bien. Jonas
Et voilà, et Gilles que je salue également, Alexandre, Raymond, Lucas, Gérard, voilà, bien le bonjour à toutes et à tous. Edgy qui me demande, la Fed a tout déménagé sur les marchés. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. DXY est-il coté en continu, en jour et en nuit? Alors c'est un indice, c'est en continu, hein, puisque le DXY c'est un indice dollar qui est composé de devises comme l'euro, comme le GBP, comme le yen. Donc de toute façon le forex, dites-vous bien que le forex est coté 24 heures sur 24. Donc l'indice DXY qui est composé de devises, bah, c'est coté 24 heures sur 24 également. Félicitations, on a atteint un type à 1320 sur le gold. Merci de nous en avoir fait profiter. Bien écoutez, avec aucun souci, avec plaisir, hein. Oui, mais regardez le RSI. Alors, quel RSI vous voulez parler, Bertrand? Excusez-moi, j'ai pas vu votre question au moment où vous me l'avez posée. Donc, EuroCHF, je vais y venir. Voilà. Bonjour, Crédit. Voilà, je salue tout le monde, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je salue, voilà, tout le monde. Euh, donc, voilà, VIX. VIX, on a une divergence. VVIX, ça commence, cette divergence qu'on avait en début d'année commence à se matérialiser sur le prix. Donc, les marchés actions, on n'est pas à l'abri que on arrive proche d'un sommet. Je dis pas qu'il faut shorter les marchés actions maintenant, parce que regardez le S&P, voilà, pour le moment on n'a rien de compromettant, mis à part quand même, on l'a vu hein, récemment, mais une divergence. Mais bon, une divergence tant qu'on passe pas en dessous de 50, surtout une divergence baissière sur les marchés actions et surtout sur le S&P. Une divergence baissière sur le S&P, faut absolument attendre que le RSI passe sous 50. Que vous soyez sur du daily, du 4 heures, du voilà, peu importe. Le marché action américain est tellement solide comparé au marché européen que shorter les indices américains en swing trading, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment attendre des confirmations. Voilà, pour le moment, on n'en a pas. Que ce soit sur du journalier ou du 4 heures, on n'a pas de confirmation de cette divergence. Donc, il y en a peut-être qui passent déjà à la vente. Pourquoi pas? Honnêtement, voilà, c'est possible. Mais d'un point de vue de la divergence uniquement, il faut absolument attendre la clôture sous 50. Et si on a la clôture sous 50, bon bah là on viendra chercher un retracement de 38% de cette tendance. Au minimum. Au minimum 38%. Voilà, donc certains peuvent décider de passer à la vente maintenant, peut-être d'autres à attendre 50, le dépassement de 50. C'est sûr que si on attend que le RSI dépasse sous 50, ce sera préférable. Au niveau des marchés européens, bon bah ça reflète un petit peu la même chose. Finalement, on a plutôt une ouverture dans le rouge, comme on peut le constater. Finalement, ça n'a pas été, en fait, ça a été accommodant, mais on voit que le marché n'a pas été surpris positivement sur les marchés actions, en tout cas. Marché actions anticipé, et finalement, ça justifie cette hausse très clairement des marchés actions, mais ça justifie, comment dire, du coup cette hausse. Et d'ailleurs, ce qu'on voit techniquement, c'est un biseau. Regardez, on commence à avoir un biseau sur le CAC. Donc, à voir si on y sort. Faut absolument qu'on y sorte pour le trader. Alors, faut jamais anticiper une cassure d'une figure chartiste, jamais. Mais regardez, on a 5 points de contact, 5 points. C'est le nombre de points suffisant pour tracer un biseau. C'est pas 4, c'est 5. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si on y sort par le bas, bon bah l'objectif c'est un retracement intégral du biseau. Donc c'est un retour à 5000 points. 5000 points, ça, on aurait 38%, 50%. Donc vous voyez, on viendrait chercher cette zone de prix. Si on sort du canal, on vient chercher cette zone de prix. Voilà, donc affaire à suivre hein, sur ce biseau. Affaire à suivre d'ailleurs, je vais mettre une petite alerte. Voilà. Divergence entre VIX et VVIX en mars. Exactement, Bertrand. Donc c'est pour ça que le marché action, vous voyez, pour le moment, ça baisse. Alors je ne sais pas si on a fait un top, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on parle de top. Vous voyez, donc je vais pas non plus dire toutes les semaines qu'on a fait un top. Mais du coup, là, il faut attendre des confirmations, surtout sur les marchés actions.
Et tant que le RSI sur S&P, le RSI 50 n'est pas passé, le RSI pardon, journalier du S&P n'est pas passé sous 50 et que ce CAC 40 est toujours dans son biseau, il peut continuer encore longtemps dans le biseau. D'accord? Donc peut-être que certains vont envisager la vente au prix actuel. Maintenant, moi, d'un point de vue technique, ce que je vois, c'est un biseau. Et un biseau, il faut le trader que lorsqu'on a la cassure, le biseau ou toute autre figure chartiste. Voilà, donc Lucas qui nous dit le DXY sur Namex trade de 1h du matin à 22h. Alors oui, tout à fait, puisqu'en fait, 1h c'est l'ouverture de la bourse de Tokyo, 1h du matin, 22h c'est la fin de la séance américaine. Voilà. Donc c'est pas surprenant que de 22h CET, donc heure française, à 1h heure française, il ne code pas. Quand on dit 24 heures, de toute façon c'est plus ou moins 24 heures. Hein. C'est la séance asiatique, la séance, enfin plutôt séance, pour être précis, hein, japonaise, séance européenne, séance américaine. C'est ça qu'on appelle les horaires du forex. Voilà. Donc ça m'étonne pas que le DXY cote de 1h du matin, début de la séance japonaise, jusqu'à 22h, fin de la séance européenne, américaine. Alors, question que je vois beaucoup là dans le chat, c'est le gold. Alors le gold, je vais y venir. Je pense que les marches actions, voilà, on est d'accord. On a un intraday, c'est baissier. Maintenant, voilà, c'est pas méga bearish, hein, c'est baissier. Là, sur le CAC, le support, ça va être cet oblique. Hein, faut pas se voiler la face. Cet oblique, ça va être un puissant niveau de support, donc 5350. Et sur le S&P, je vous fais voir. S&P, pour le moment, il code pas. Donc je vais me mettre que sur le futur. S&P, finalement, regardez, on revient dans cette zone de support. Support qui était auparavant une résistance. Et ensuite, je vais passer à l'or, vous inquiétez pas. Rappelez-vous de cette zone. Eh bien, on revient dessus. Donc, pour le moment, on n'a rien d'alertant sur le S&P. Donc, moi, je pense que dans cette zone de prix, il y a peut-être des choses à faire en journalier. Il y a peut-être des choses à faire. Un support de court terme, ça va être celui-ci. D'accord? 5810 points. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. D'accord? Donc, il y a une baisse en intraday à s'attendre. Et c'est tout. Voilà. Donc, au niveau du gold, on est actuellement à 1318. Bon, on voit que la Fed, hein, ça a été bullish pour l'or. En plus de cela, on voit qu'on commence à avoir une baisse des marchés actions. Alors, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce qu'on va avoir une réelle correction? Il faudra attendre pour cela davantage de signaux. Comme vous savez, les deux signaux que je surveille, c'est un, le CAC avec son biseau, deux, le RSI avec son RSI journalier. D'accord? Si le RSI journalier du S&P passe sous 50, on devrait voir une accélération du VIX d'au moins 20-30%, au moins, si ce n'est 50, d'accord? Et ça, l'or en profitera. Donc là, clairement, pour ceux qui sont à l'achat sur l'or, il faudrait clairement maintenir, je pense, l'achat jusqu'à 1340, jusqu'au sommet. Voilà. Donc, faut surveiller les marchés actions, faut surveiller le dollar. Parce que le dollar, faut pas l'oublier, il est globalement, en tout cas, il a clôturé sur un support. Et là, il rebondit. Donc, on n'est pas à l'abri que le DXY fasse la même chose que ce qu'on a eu lors de la BCE. C'est-à-dire un puissant mouvement et les jours suivants, la correction. Voilà. Donc là, par contre, à l'inverse de la BCE, on n'a pas de signaux haussiers. Parce que rappelez-vous, lors de la BCE, sur le dollar, on avait une divergence haussière. Regardez ici. Là, on avait une divergence baissière. Ici, on n'a pas de divergence bullish. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hausse. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a une hausse. Hein. On va pas se mentir. Il y a une hausse. On a déjà retracé 50% du mouvement baissier de la Fed. Donc on pourrait avoir un rebond du dollar en intraday. Maintenant, faudra en journalier absolument attendre la clôture sous cette oblique et finalement sous la moyenne mobile à 200 jours, puisqu'on voit que cette moyenne mobile à 200 jours coïncide avec l'oblique en noir. Donc là, on teste un puissant niveau de support sur le DXY. Donc l'or, ça reste bull, ça reste bullish. On n'a pas de signaux contrariens, on n'a pas de signaux baissiers. Hein. On n'a pas de signaux baissiers. Voilà. Donc ça reste haussier pour le moment. Et en plus, le RSI va repasser au-dessus de 50.
Ça, c'est une information plutôt bullish. Voilà, donc surveillons le DXY lors des prochains jours, parce que si on a une clôture journalière sous l'oblique et sous la moyenne mobile à 200 jours, honnêtement, il y aura des trades baissiers, swing trading à faire. Là, rappelez-vous, ceux qui sont passés à la vente, on avait parlé de vente du DXY puisqu'il avait atteint ses sommets 2018. Bah là, ceux qui sont à la vente, il faut prendre les bénéfices. Ou en tout cas, il faut prendre une grosse partie des bénéfices parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond avant une nouvelle baisse. Hein, on va pas avoir une baisse en ligne droite. Souvent, je rappelle, lorsqu'on a un puissant mouvement, on a le lendemain une correction. Ça arrive. Ça arrive, je dirais pas 100% du temps, mais ça doit être de l'ordre du 60-40. D'accord? Donc, je serais pas surpris si on revient 96 et qu'ensuite on rebaisse. Voilà, je ne serais pas surpris de ce scénario-là. Donc voilà. Donc prudence sur le dollar, ne nous précipitons pas à la vente sur le dollar. Pour le moment, à très court terme en intraday, c'est bull, on le voit ici. Maintenant, voilà, à moyen terme, on est baissier, mais on est actuellement sur support. Donc il faut absolument attendre le breakout du support pour accumuler des positions short. D'accord. Et l'or, par contre, l'or, bon bah c'est bull, hein. Et là, les perspectives sont haussières. Les perspectives sont haussières. Alors l'euro franc, j'y viens parce que dans 3 minutes on a la BNS. D'ailleurs, on va couvrir la BNS en direct. Allez. Bon, la BNS, à mon avis, ce sera un non-event. Hein. On va juste avoir des prévisions économiques revues à la baisse, surtout les prévisions d'inflation, hein, avec la baisse, le pétrole et surtout ralentissement de l'économie mondiale. Ça va peser sur le franc, à mon avis. L'euro franc, donc, est en baisse. On voit qu'il est dans un triangle descendant. Un pseudo-triangle descendant. Voilà. Donc, à surveiller. Plus que le biseau descendant, moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans les bancs de Bollinger. Les bancs de Bollinger, on a un squeeze. Et vous voyez que c'est en train, pour le moment, de se réouvrir. Regardez. Ça se réouvre. Donc là, on va attendre quoi? On va attendre la clôture journalière. Au-dessus ou en dessous. À mon avis, ce sera plus en dessous, mais bon. En dessous pour passer à la vente ou au-dessus pour passer à l'achat. Entre les bandes, là, il n'y a rien à faire. L'USD Yen, oula. Ah oui, j'avais pas vu hier. Alors là, l'USD Yen, il vient clairement dégrader les perspectives du marché action. Alors, l'USD Yen, bon, on est sorti du triangle, mais au-delà de tout ça, on est sorti d'un biseau, d'un canal, bref, on est sorti des patterns haussières. Et là, 38%, retracement, ensuite 50%. Mais honnêtement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas. Surtout si on a le VIX qui commence à rebondir. Parce que qui dit hausse du VIX, dit aversion au risque, donc c'est bon pour l'or, mais c'est également bon pour le yen. Donc là, c'est 110, hein, premier objectif. 110 viendra ensuite probablement 108,50. Pas en ligne droite, pas aussi rapidement que ce qu'on connaît depuis hier soir, mais on tendra vers cet objectif. 108,50. Ah oui, donc là, le breakout de l'USD Yen, ça vient donner une mauvaise perspective pour les marchés actions, hein, très clairement. Donc tout va se jouer à 110 maintenant. Si on a un rebond à 110 majeur, le marché action rebondira également. Mais si on a breakout de l'USD Yen 110, là, le marché action, les perspectives seront plutôt négatives. Hein. Donc à surveiller cet USD Yen qui est un bon baromètre également de risque. Hein. Bon baromètre de risque. GBP USD. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Ah, 9h30, BNS. Hop, BNS. L'avantage de la BNS, c'est que c'est en français également. SNB. On regarde rapidement. Banque nationale suisse, bienvenue. Communiqué. Un cap expansionniste. Tout inchangé. C'est légèrement dépressé, on va leur pondérer par l'examen. L'ensemble, il s'inscrit toujours à un niveau élevé et la situation du marché d'échange demeure fragile. Ok. Alors, on va surtout regarder les prévisions économiques. Prévision de mars. Ah vous voyez, prévision de mars revient à la baisse. Prévision d'inflation. Donc ça, c'était
En jaune, c'était les prévisions en décembre. Mars, en orange. Donc, vous voyez, prévision d'inflation, encore une fois revue à la baisse, hein, parce que prévision de décembre, c'était déjà revu à la baisse. Hein. Inflation, donc ça c'est revu à la baisse. Et croissance, c'est où croissance? Alors, on n'a pas les prévisions de croissance. Bon bah voilà, prévision d'inflation revue à la baisse. Comment réagit le franc? Franc, on peut vraiment pas grand chose. Stagné au second semestre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par stagner? Est-ce que ça veut dire 0%? Parce que si c'est 0, c'est-à-dire qu'ils évitent de peu la récession. La croissance du PIB devrait ainsi à nouveau s'accélérer quelque peu. La BNS stable sur une croissance de 1,5% en 2019. Bon voilà, hein, c'est prévision, inflation revue à la baisse, de toute façon c'est jamais bon. Hein. C'est jamais bon. Donc voilà. Et prévision voilà du Libor. Mars. Bon, bah, globalement c'est revu à la baisse hein, tout ça. 2019, regardez. 2019, 0,3. 2020, 0,6. Compte 1 en décembre. Voilà, c'est revu à la baisse. Pas grand chose d'autre à dire. Alors on parle du DAX, on parle du GBPUD, alors je regarde tout ça. Alors juste l'euro franc, j'y retourne rapidement. Euro franc et USD franc. Bon, l'euro franc pourtant il est BR. Hein. Alors le marché ne réagit pas du tout à la BNS. Absolument pas. Hein, c'est dans la lignée hein, des attentes, revision à la baisse des prévisions d'inflation, rien d'étonnant, parce que toutes les banques centrales le font. USD franc, non plus. Bon bah voilà, non-event. Pour le coup, on n'a même pas une volatilité, on a rien du tout. Alors l'USD franc, retour à la parité, non, en dessous de la parité 0,99, retour à 0,99. Alors j'ai l'impression qu'on a fait un double top. Regardez, regardez le double top. 1, 2, voilà. Ligne de coup, on est passé en dessous. Bon bah là c'est, bah du coup c'est objectif baissier. Hein. Objectif, voilà, objectif, cette oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis 2018. Février 2018, septembre 2018, janvier 2019. Donc là on vient chercher 0,9850 à peu près. Bon, il n'y a plus grand chose à chercher, à aller prendre, mais voilà, c'est direction cet objectif en tout cas. Alors GBP AUD. Alors GBP AUD, oula, très très intéressant le GBP AUD. Alors, je ne sais pas qui m'a demandé le GBP AUD, mais regardez. Divergence, et là, on est sur le point en intraday, alors pas hier. Hier, 50, vous voyez, hier on était au-dessus de 50 encore, mais là, en intraday, nous sommes en train de passer en dessous de 50. Si le RSI journalier passe en dessous de 50, s'il clôture en dessous, bon, ben, on revient tout en bas. Hein. On revient en bas de ce canal. D'accord? On revient ici. Dans un premier temps, un 80, parce qu'un 80, c'est quand même un seuil psychologique très très important. Ça fait 420 pips de pèse par rapport au prix actuel. Et ensuite, en dessous de 1,80, on ira chercher cette oblique. Donc GBPUD, très bon, très bonne paire hein. À court terme. Là, il va falloir attendre le RSI. Si le RSI clôture en dessous de 50, avec cette divergence, ça sera perspective assez quand même négative. Hein. Voilà. Donc, donc voilà. Et regardez enfin, vraiment les divergences quand c'est dans zone d'excès, c'est quand même assez efficace. Hein. Regardez, divergence ici, RSI au-dessus de 50 et là le rebond. Divergence baissière, ici divergence baissière, pareil. Vous voyez, on pourrait croire que attend le RSI, que le RSI clôture de 50, eh bien on a perdu 50% du mouvement baissier. Eh bien non, pas du tout. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Là, on a une divergence. Le RSI passe sous 50 à ce moment-là. Et regardez la baisse qu'on a. On a une baisse du prix de clôture au plus bas, plus de 1000 pips.
pour un risque de 500. Et encore, un risque de 500 si on mettait au-dessus du plus haut sommet. D'accord? Si on mettait un petit peu plus bas, on aurait pu optimiser le ratio risque-rendement. Là, pareil, RSI qui clôture au-dessus de 50. À ce moment-là. Donc je vais enlever. Donc c'est ici. Vous voyez, après ce puissant chandelier. Risque 540 pour aller chercher au moins 1100. On est sous 50 en H4. Oui, mais c'est important. C'est important. Si vous regardez une divergence en daily, il faut attendre le RSI. Il faut regarder le RSI daily. D'accord. Donc moi là, j'ai tracé. On voit la divergence sur du daily. Peut-être qu'elle est visible en 4 heures. Si elle est visible en 4 heures, tant mieux. Oui, elle est visible sur du 4 heures, mais on est passé en dessous de 50, donc c'est pas très optimal, hein, tout ça, puisqu'on est déjà passé en dessous de 50. Donc voilà, pour moi, faut attendre le daily là, clairement. Même si le RSI 80 est passé en dessous de 50, voilà, faut attendre le daily. Alors regardez RSI DXY. Alors RSI DXY, bon, on est sous 50 en journalier, en 4 heures, on est sous 50. En horaire, on est sous 50. Bon là, on va peut-être avoir une accélération haussière si le RSI passe au-dessus de 50, mais pour le moment, c'est BR. Et en hebdo, et c'est ça qui est le plus intéressant, regardez l'hebdo, rappelez-vous l'hebdomadaire, la grosse divergence. Alors là, c'est une divergence exceptionnelle, hein. Alors je sais pas si ça va avoir des résultats exceptionnels, mais en tout cas, là techniquement, c'est assez propre la divergence. On a plutôt une divergence sympathique. Et si là on a 49-48, vous voyez, si on clôture en dessous de 50, donc voilà, si on clôture actuellement, là au prix actuel, eh bien, on aurait un puissant signal baissier de long terme. Et du coup, de long terme, on pourra clairement s'attendre, vous voyez, à un retracement de 50%, au moins de cette tendance. Donc, aller chercher les 92,50. Donc, 278 pips, points de risque, pardon. Et encore, on pourrait mettre le stop au-dessus du récent sommet. Le sommet hebdomadaire, rappelez-vous, la semaine, plus haut, plus bas de la semaine, dans le webinaire éducatif sur les stop loss, on en avait parlé. Voilà, donc ça c'est sur de l'hebdo. Qu'est-ce que nous pouvons discuter en plus? Bon, donc NZD c'est boule. Alors on va regarder la UDNZD. Vous voyez que la UDNZD, hein, Barclays, pour là, le trade de la semaine de Barclays, c'est pas le meilleur qu'ils ont donné, hein, parce que ça continue à baisser. Donc voilà, moi j'en avais parlé. J'ai écrit un article sur les paires en AUD hier, que je vous invite à lire parce que j'ai quand même pris pas mal de temps à faire l'analyse technique de toutes ces paires. Enfin, j'en ai fait que 3, hein, mais bon, c'est quand même 3, dont la UDNZD qui me semble très intéressant. Concrètement, la UDNZD, bien que voilà, on ait une petite divergence en journalier, on reste très loin en hebdo, pardon. On reste très loin de 50. En tout cas, hier, on avait une divergence. Regardez, là, le creux, il était à 31,27, le RSI. Et actuellement, on est à 30. Bon, du coup, on n'a plus de divergence. Vous voyez comme quoi il faut attendre la clôture et il faut attendre surtout que le RSI clôture au-dessus de 50 pour exploiter une divergence. Pour le moment, on a une tendance qui est baissière. Donc là, c'est direction la parité, hein. Parité, c'est quoi? C'est le plus bas de 2015. Le plus bas de 2015, c'est la parité. Moi, je pense qu'on peut aller chercher ce niveau de prix, hein. En tout cas, techniquement, je vois pas de raison de payer la UDNZD pour le moment. Ni sur du weekly, ni sur du journalier. Ouais, sur le journalier, je vois, enfin, pour moi, c'est baissier, hein. Pour le moment, c'est baissier. Donc la UDNZD, c'est bear. C'est bear, donc voilà. Euro-UD, Euro-UD, consolidation. J'ai même l'impression, alors non, j'ai l'impression qu'on faisait un diamant, mais pas du tout. J'en ai une consolidation, donc bah, c'est neutre. Ah, Jonas qui me dit JPUD, mis à part la divergence, je vois une oblique haussière en D1
Faudrait mieux attendre la cassure, non? Euh, oui, ça sera oui, je vois tout à fait quel oblique. C'est l'oblique support des derniers jours. Oui, vous pouvez attendre la cassure. Vous pouvez attendre la cassure. Ça sera un signal supplémentaire. Ah, mon DAX, oui, le DAX, pardon, excusez-moi. On est sur le DAX. J'ai eu des questions sur le DAX, je n'ai pas répondu. Alors, je réponds, alors je regarde. Alors, question sur le DAX. Alors, le DAX sort de son canal en baisse. Alors, le DAX sort de son canal. Alors, le DAX, le canal, il est pas très. Ouais, enfin, il est compliqué, hein, ce canal. Alors, regardez, parce qu'on a que 2 points de contact. 2 points de contact, on peut tracer une infinité de canals. Moi, ce que je constate plutôt, c'est un biseau. Hein. Et encore, on peut dire qu'on a 5 points de contact. 1, 2, 3, 4. Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Moi, je pense qu'à court terme, très honnêtement, je pense qu'à court terme, on peut aller chercher ce niveau de prix. 11 390. C'est une résistance, c'est une support à 2 reprises. Voilà, je pense qu'on peut retourner ici. On peut avoir un rebond et ensuite une nouvelle baisse, ce qui ferait une épaule tête-épaule. Hein, regardez. Épaule, tête. Voilà, je vois bien quelque chose comme cela. Et ensuite à 11 000. Donc moi, je me dis que le DAX peut aller chercher les 11 400, 11 390 lors des prochaines séances avant un rebond. Voilà, donc à court terme, support 11 389. D'ailleurs, on ouvre avec un beau, alors, en horaire, excusez-moi. Donc ça, c'était gap baissier mardi, mercredi, qu'on n'a pas comblé. Et là, on a un petit gap baissier. Voilà, donc c'est direction 11 400 points. Vous voyez, support, c'est 11 400 sur le DAX. 4 heures, on n'a pas de signaux, enfin, sur le RSI. Bon, mis à part que ça passe sous 50, on n'a pas eu de divergence. Et en journalier, par contre, là, en journalier, bon, on a une divergence. Maintenant, le problème de cette divergence, c'est qu'elle n'est pas en zone de surachat. Donc, ça ne veut pas dire que cette divergence n'a aucune crédibilité. Mais c'est clair qu'une divergence qui se forme dans la zone de surachat ou de survente a beaucoup plus de crédibilité qu'une divergence entre 70 et 30. Voilà. Et l'Eurostock 50, bon, bah, l'Eurostock, est-ce qu'il y a une div? 73, 72, 74. Il y a une divergence pour le moment. Il y a une divergence. Maintenant, on est très loin de 50. On constate, on est très très loin de 50. Donc, il faudra que le RSI clôture en dessous de 50 pour envisager une baisse. Et donc là, on a clairement un biseau. Là, c'est un beau biseau, tout comme sur le CAC que je rappelle. 1, 2, 3 points de contact. On a même 6 points de contact, 7 points de contact. Non, 6, pardon. 1, 2. Parce que là, c'est que 1 point de contact. Hein. Je vous rappelle, un sommet, c'est entre 2 creux. Donc 1, là, c'est pas 1, 2, 3, 4 points de contact. C'est un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet. Bon, on en a 6 quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. C'est quand même un beau biseau. Sur un beau biseau, si on y sort par le haut, on reportera cette oblique baissière, haussière, pardon, qui fait support et qui deviendra du coup résistance. Mais là, pour le moment, on est dans un biseau assez intéressant. Je vais regarder sur le S&P si on n'a pas un biseau. Non, on n'a pas de biseau. Dow Jones, plus. Nasdaq, non plus. Finalement, c'est que sur les indices européens qu'on a des biseaux. Mais la particularité du biseau de l'Eurostoxx, c'est qu'il vient depuis le point bas. Il est depuis le point bas. Parce que si on avait tracé ici, on n'aurait pas eu le biseau. On n'aurait pas pu tracer le biseau depuis ce sommet-là. Donc là, la particularité de celui de l'Eurostoxx, c'est qu'il vient chercher le point bas. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc là, pareil, on va mettre une alerte. Et concrètement, si on a une sortie par le bas, ce sera un signal clairement baissier. Mais
faudra également un signal cohérent avec le S&P. C'est-à-dire que si le S&P en même temps casse des nouveaux records, enfin inscrit des nouveaux plus hauts annuels, le biseau, faudra y faire attention. Travaille les biseaux haussiers en sortie haussière. Non, non, mais un biseau, tant qu'il n'est pas cassé, peut rapidement se transformer en canal. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller, toujours attendre finalement le breakout. Parce qu'on peut, si on y sort par le haut, du coup, ce qu'il faut faire, c'est reporter l'oblique support, en faire une résistance. Mais non, je ne travaille pas dans le sens, enfin, je ne traite pas une sortie par le haut. Parce que finalement, le potentiel de gain est extrêmement limité. Quand il sort par le haut, c'est extrêmement limité. Alors que quand il sort à la baisse, c'est une perspective baissière quand même assez importante. Donc non, je ne travaille pas la sortie par le haut. Mais ça arrive. Comme l'USD Gain, rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait un biseau. Où est-ce qu'il était ce biseau? Je me souviens plus. Alors, le biseau, faut que je retrouve. Bon, je le retrouverai. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour des marchés, hein, je pense. Alors l'or, 1318, bon, ça continue à monter. On ne peut pas s'attendre à une montée jusqu'à 1340 aussi rapide que ce qu'on a connu ces dernières heures, hein, depuis hier soir. Parce qu'on a des phases de respiration. Donc ne vous inquiétez pas si on a des baisses, hein, ça arrivera, très probablement. Par exemple, 15 minutes, on a une divergence. Là, on teste 50. Si on passe sous 50, c'est retour à 1315 en intraday. Vous voyez? 1315, voire même peut-être 1312, 1310. Quand 1310, ça a été une résistance quand même. Une résistance 13 mars, résistance le 19 mars. Donc c'est pas impossible qu'on vienne à 1310 pour ensuite repartir à la hausse. Avez-vous parlé du WTI? Alors non, pas du tout, c'est ça que j'avais oublié, je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc le WTI, il est là, il est devant nous, le WTI, le voici. Le WTI, il est un petit peu, voilà. En fait, il est pénalisé par le ralentissement des économies, mais en même temps, il est soutenu par les gels de la production, enfin le gel de la production de l'OPEP+. Donc on voit, c'est pour ça qu'il n'y a pas un momentum de vraiment important. On a une poursuite, on a une hausse, on le voit, mais voilà, ça manque de conviction. Mais bon, ça reste haussier pour le moment. On va pas invalider les stratégies longues. Je rappelle, on est long depuis la sortie du Brent de cette oblique, enfin de cette résistance, pardon, qui avait aidé une épaule tête épaule inversée, avec un objectif théorique à 77 $. Est-ce qu'on va venir chercher ce niveau de prix? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'objectif théorique. Dans un premier temps, moi, ce que je surveille, c'est la moyenne mobile à 200. La moyenne mobile à 200 sera importante. D'ailleurs, on voit qu'on commence tout juste à avoir une divergence. Vous voyez? On commence. Mais bon, c'est clairement pas suffisant pour passer à la vente. Puisque on n'est pas à l'abri que le RSI inscrive un nouveau plus haut. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Ah, si, le GBP, RSI, regardez hier, 52, divergence. Bon, bah là, techniquement, c'est un signal haussier qu'on a. Hein. Alors, je vous l'accorde, le GBP va être volatile, ça va être qui tout double, soit on va, dans les 10 prochains jours, soit l'euro GBP va encore prendre 100 pips, voire même 150, soit on va en perdre 150. Ça va être qui tout double. Mais bon, là, techniquement, on a un signal haussier. D'accord? Donc, bah, c'est stratégie haussière jusqu'à 0,88, jusqu'en haut du canal, finalement, de ce canal baissier. Donc, on va tracer plusieurs seuils de Fibo. On va tracer celui-ci et celui depuis les sommets de l'année dernière. Et là, on voit une belle zone de support, de résistance ici. Ici, 0,88 qui correspond également à 50%. Et voilà. Et ensuite, on peut mettre 60% et l'ancien sommet ici. Voilà les zones de résistance à surveiller. Donc 0,87, 0,88 et ensuite 0,8850. Voilà, donc c'est signal haussier, je rappelle, en raison du RSI qui a clôturé au-dessus de 50 après avoir divergé à la hausse.
Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon dernier point de marché de la semaine.